Quand François l'Olonnais approchait, les soldats espagnols préféraient mourir que se rendre. Il arrachait le cœur des prisonniers et le dévorait devant les autres. Édouard de Law faisait frire les lèvres de ses victimes et les forçait à les manger. Qu'est-ce qui rendait ces 7 pirates plus terrifiants que Barbe Noire ? L'âge d'or de la piraterie nous a donné Barbe Noire, le capitaine Kidd et Anne Bonny, des noms qui roulent sur la langue comme de vieux amis. Mais il y en avait d'autres, des pirates dont les noms faisaient fuir des hommes à moitié adultes plutôt que d'affronter la capture. Des pirates dont les équipages se retournaient parfois contre eux, non pas pour un trésor, mais parce que même des criminels aguerris ne pouvaient pas supporter ce qu'ils étaient un témoin. Entre les années 1760 et 1820, 7 hommes ont acquis des réputations si cruelles que les écrivains de l'époque peinèrent à trouver des mots suffisamment forts. Ce n'étaient pas des héros intrépides ou des hors-la-loi au cœur d'or. Ce étaient les pirates dont les autres pirates se méfiaient. François l'Olonnais a commencé sa vie sous le nom de Jean-David Naud, un pauvre serviteur dans les Caraïbes. Au moment où des mères espagnoles utilisaient son nom pour effrayer les enfants afin qu'ils soient sages, il était devenu tout autre. Le changement s'est produit après que des soldats espagnols l'ont laissé pour mort sur une plage de sable. Il a survécu en se cachant sous des cadavres, le sang des corps dissimulant ses propres blessures. Cette expérience a brisé quelque chose en lui, ou peut-être a-t-elle révélé ce qui était déjà présent. Sa vengeance a commencé avec prudence. Quand un vaisseau de guerre espagnol et français est venu le chasser près de Cuba, l'Olonnais l'a capturé. L'équipage de 87 hommes s'attendait aux demandes de rançon habituelles, peut-être un peu de temps enchaîné. Au lieu de cela, l'Olonnais les a fait monter un par un. Il a personnellement coupé la tête de chaque homme sur le pont, forçant les prisonniers en attente à regarder la pile de têtes s'accroître. Un seul a survécu, maintenu en vie pour livrer un message et des bières au gouverneur de la Havane. Aucun Espagnol ne serait épargné et le gouverneur lui-même était marqué pour le même sort. Les décapitations n'étaient qu'un entraînement. Quand l'Olonnais attaque Maracaibo en 667, essayant de trouver un trésor caché, il découpait des lambeaux de chair aux prisonniers, les brûlait avec des mèches lentes ou leur broyait les bras et les jambes avec des cordes. Un rapport espagnol écrit avec une horreur à peine contenue le décrivait en train de couper la poitrine d'un prisonnier, de tirer le cœur et d'en croquer un morceau sous les yeux des autres captifs. Alexander Exquemelin, qui a navigué avec des pirates et a écrit leurs histoires, a qualifié les méthodes de l'Olonnais de cruauté inhumaine. Quand un historien pirate, quelqu'un qui a été témoin de beaucoup de violences, utilise ces mots, cela signifie quelque chose. Les forces coloniales espagnoles, qui n'étaient pas connues pour leur clémence, préféraient la mort à la capture. Des garnisons entières se battaient jusqu'au dernier homme plutôt que de se rendre à l'Olonnais. Sa fin est survenue en 1568 près de Darien. Le peuple Kuna local l'a capturé après un raid avorté, selon plusieurs sources espagnoles. Et aux Espagnols qui ont entendu l'histoire de seconde main, ils l'ont tué lentement, le découpant en morceaux et mangeant apparemment des parties de lui. L'homme qui a terrorisé les Caraïbes pendant des années est mort comme il avait vécu, en morceaux, consumé par la violence. La carrière de piraterie d'Édouard de Law n'a duré que 2 ans, de 1522 à 1564. En peu de temps, il a réussi à choquer une époque déjà habituée à la violence maritime. Contrairement à l'Olonnais, qui torturait au moins pour obtenir des informations sur des trésors, Law semblait prendre plaisir à la cruauté juste pour le plaisir. Le mouvement signature de Law impliquait des lèvres. Quand un capitaine de Boston a jeté un sac d'or par-dessus bord plutôt que de le rendre, Law l'a tout de même capturé. Il a fait attacher l'homme au mât, puis il lui a personnellement tranché les lèvres avec une sabre. Mais cela ne suffisait pas. Law a fait frémir les lèvres dans une poêle et a contraint le capitaine à les manger avant de le tuer. L'histoire s'est répandue à travers les journaux coloniaux. Chaque récit ajoutait à la réputation de Law pour sa cruauté inutile. L'incident du cuisinier a révélé quelque chose de pire. Après avoir capturé un navire que Law a décidé n'avoir aucune valeur, il aurait pu simplement le laisser partir ou, rapidement, le couler.
Au lieu de cela, il a remarqué le cuisinier du navire, décrit dans un récit comme un homme graisseux. Law a annoncé que l'homme grillerait bien et l'a fait attacher au mât, puis il a mis le feu au navire, forçant son équipage à regarder et à écouter alors que le cuisinier était brûlé vif. Aucun trésor n'était impliqué, aucune information nécessaire, juste du divertissement. Philip Ashton, qui a passé 16 mois en tant que prisonnier de Law avant de s'échapper, nous a laissé le récit le plus détaillé de la vie à bord du navire de Law. Il a décrit un capitaine qui entrait dans des rages meurtrières sans avertissement. Law a tiré dans la bouche de son propre artilleur endormi pendant une de ses sautes d'humeur, puis a jeté un autre homme par-dessus bord pour l'avoir félicité pour ce meurtre. Son équipage vivait dans une peur constante, non pas de la bataille ou de la pendaison, mais de leur propre capitaine. La violence de Law a créé sa propre chute. Les pirates fonctionnaient sur une démocratie frugale et même les équipages les plus endurcis avaient leurs limites. Ashton m'a rapporté un malaise croissant parmi les hommes de Law alors que les actes horribles s'accumulaient. Ils avaient signé pour le vol, pas pour un théâtre cruel. En 1734, son équipage n'avait enfin lassé. Ils ont voté pour le laisser échouer. Justice pirate pour un capitaine qui avait trop poussé. Un vaisseau de guerre français aurait récupéré Law près de la Martinique et l'aurait pendu fin 1724. Certains récits disent qu'il s'est échappé, d'autres affirment qu'il a fini au Brésil. L'incertitude s'intègre, même la mort de Law est devenue une autre histoire racontée différemment selon l'auditeur. Edward Teach, mieux connu sous le nom de Barbe Noire, comprenait quelque chose que ses compagnons pirates avaient manqué. La peur pouvait faire le travail à votre place. Alors que l'Olonnais massacrait et Law torturait, Barbe Noire a construit une réputation si terrifiante que beaucoup de ses victimes se sont rendues sans tirer un coup de feu. Le spectacle a commencé par son apparition. Avant la bataille, Barbe Noire tressait de la corde de chanvre, imbibée de salpêtre dans sa massive barbe noire, puis allumait les mèches. La fumée enveloppait son visage comme quelque chose venu tout droit des enfers. Ajoutez plusieurs pistolets attachés à sa poitrine, un sabre dans chaque main et une taille qui le faisait surplomber la plupart des hommes de son époque, et vous aviez un cauchemar ambulant. Les marins qui l'ont vu venir ont par la suite juré avoir été confrontés au diable lui-même. Mais voici ce qui sépare Barbe Noire des autres. Malgré sa réputation redoutable, il n'existe aucun conte prouvé de lui ayant tué qui que ce soit jusqu'à sa dernière bataille, aucun meurtre définitivement lié à lui durant toute sa carrière de pirate. Son blocus de Charleston en mai 1718, tenant une ville entière en otage, s'est terminé sans effusion de sang. Il a obtenu sa rançon, étrangement juste des fournitures médicales, et a libéré tous les prisonniers indemnes. Ce n'était pas de la miséricorde, c'était un calcul. Les morts ne pouvaient pas répandre des histoires. Les témoins vivants pouvaient parler à tout le monde du pirate démoniaque qui pourrait vous laisser vivre si vous coopériez. Chaque survivant est devenu le publicitaire de Barbe Noire, en diffusant des contes qui facilitaient la prochaine capture. Le lieutenant Robert Ménard, qui a finalement tué Barbe Noire, Ntita a découvert la réalité derrière la légende. En novembre 1718, acculé près de l'île Ocracoke, Barbe Noire s'est battu comme le diable que ses victimes croyaient qu'il était. Il a reçu 5 balles et 20 blessures à l'épée avant de tomber. Quand les hommes de Maynard ont essayé de jeter le corps par-dessus bord, ils ont découvert que Barbe Noire tenait encore son sabre si fermement qu'ils ont dû lui briser les doigts pour l'enlever. Maynard a pendu la tête décapitée de Barbe Noire à l'étrave de son navire. Le pirate théâtral a eu une fin théâtrale, bien que des histoires persistent, disant que son corps décapité a nagé 3 fois autour du navire avant de couler. Même dans la mort, la légende de Barbe Noire a dépassé la réalité. Bartholomew Roberts s'habillait comme un gentleman. Il portait un gilet rouge, un chapeau avec une plume rouge et une chaîne en or avec une croix en diamant volée au trésor du roi du Portugal. Il tenait des services dominicaux à bord de son navire et a créé l'un des codes de piraterie les plus détaillés jamais enregistrés, décrivant tout du paiement des
des blessures à l'extinction obligatoire des lumières à 8 heures. Il a également commis l'un des meurtres de masse les plus impitoyables de l'époque. Roberts a capturé plus de 400 navires en 3 ans, plus que tout autre pirate de l'histoire. En général, il était pragmatique à ce sujet. Prendre la cargaison, peut-être recruter des marins et passer à autre chose. Mais en janvier 1622, au large de Whydah, quelque chose a cédé. Roberts avait capturé le Porcupine, un navire négrier transportant 80 captifs africains. Lorsque le capitaine du navire, à terre à ce moment-là, a refusé de payer la rançon, Roberts a pris une décision qui a choqué même ses compagnons pirates. Il a ordonné que le Porcupine soit incendié avec tous les esclaves encore enchaînés dans la cale. Le capitaine Charles Johnson, écrivant juste 2 ans plus tard, peinait à contenir son horreur. Ils l'ont incendié avec 80 personnes à bord, enchaînées 2 à 2 sous le pont, qui ont toutes été brûlées vives dans les flammes. Certains captifs ont réussi à se libérer et à sauter par-dessus bord, seulement pour être pris par des requins. Johnson l'a qualifié de cruauté sans pareille. Cela venant d'un écrivain qui avait chroniqué les tortures de l'eau et les bavardages de cœur de l'Olonais sans fléchir. Roberts est mort peu de temps après, en février 1722. Le capitaine Challoner Ogle de la Royal Navy a capturé la flotte de Roberts au large du Cap Lopez. Roberts, toujours coquet, s'était habillé de ses plus beaux habits pour la bataille. Une détonation de mitraille a déchiré sa gorge lors du premier bordé. Son équipage, suivant les ordres permanents, a lesté son corps et l'a jeté par-dessus bord avant que la marine ne puisse le revendiquer comme trophée. 52 hommes de Roberts ont été pendus lors du plus grand procès de pirates de l'histoire. L'accusation a passé beaucoup de temps sur l'atrocité du Porcupine, même à une époque de brutalité décontractée envers les Africains, asservis, brûler 80 personnes vives par dépit a franchi une limite. Henry Avery a réalisé le vol le plus riche de l'histoire des pirates. En septembre 1595, lui et ses confédérés pirates ont capturé le Ganga Sawai, un navire au trésor moghol revenant de la Mecque près de l'embouchure de la mer Rouge. Le navire transportait de l'or, de l'argent et des bijoux d'une valeur d'environ 600 000 livres, des dizaines de millions. Aujourd'hui, il transportait également des centaines de pèlerins, y compris des femmes de haute naissance. Ce qui s'est passé ensuite a presque déclenché une guerre. Les récits moghols contemporains décrivaient plusieurs jours d'horreur. L'équipage d'Evry ne s'est pas contenté de voler. Ils ont torturé les passagers pour révéler des objets de valeur cachés, agressé des femmes et tué quiconque résistait. Une femme apparemment liée à l'empereur moghol Aurangzeb s'est jetée par-dessus bord plutôt que de faire face à la capture. L'historien indien Kafi Khan a écrit que les pirates ont déshonoré les femmes, jeunes et âgées, et ont soumis les passagers à 1000 indignités. L'explosion politique a été immédiate. L'empereur Aurangzeb, l'un des dirigeants les plus puissants du monde, a stoppé tout commerce anglais et emprisonné les responsables de l'East India Company. La société était menacée de ruine à moins que l'Angleterre n'agisse. La première chasse à l'homme mondial de l'histoire a commencé avec des récompenses dépassant toutes les primes précédentes. Avery savait qu'il était allé trop loin. Alors que son équipage célébrait à Madagascar, il s'est éclipsé avec la majeure partie du trésor. Il a totalement disparu de l'histoire, le seul de nos 7 pirates qui aurait pu échapper à la justice. Les rumeurs le plaçaient partout, d'Irlande à Madagascar, vivant comme un roi avec des harems et des palais. La vérité était probablement plus sombre. Le capitaine Johnson prétendait qu'Avery était rentré en Angleterre, mais avait été trompé par des marchands, réalisant qu'il ne pouvait pas aller en justice. Il serait soi-disant mort dans la pauvreté vers 599, bien que aucun dossier ne le confirme. C'est le pirate le plus riche de l'histoire aurait pu mourir ruiné et anonyme. Pendant ce temps, ses membres d'équipage qui ont été attrapés ont fait face à une exécution publique à Londres. Les procès sont devenus sensationnels avec des feuilles de nouvelles décrivant les crimes d'Avery dans les moindres détails. Le gouvernement avait besoin de montrer aux Moghols que la justice anglaise atteignait même les pires pirates. Avery lui-même est resté un fantôme. Son exploit a inspiré d'innombrables marins à se tourner vers la piraterie, même si son nom est devenu synonyme du mot pirate dans plusieurs langues. Charles Vane a gagné sa réputation par un simple refus de plier lorsque le roi George a
offert des pardons universels aux pirates en 1718. La plupart ont accepté. Benjamin Hornigold l'a pris, Henry Jennings l'a pris, même certains membres de l'équipage de Barbe Noire l'ont pris. Vane a craché dessus, tirant littéralement sur les commissaires envoyés pour délivrer les pardons. Sa réponse au gouverneur Woodes Rogers, arrivé à Nassau pour rétablir l'ordre, est devenue une légende pirate. Alors que les navires de Rogers entraient dans le port en juillet 1718, Vane a incendié son propre vaisseau amiral et l'a dirigé droit vers le navire, de tête de la Royal Navy, alors que les officiers se débattaient pour éviter la boule de feu flottante. Vane a glissé en passant dans un plus petit bateau, tirant des coups de feu et criant des insultes. Le premier acte du nouveau gouverneur a été de regarder impuissant, alors que Vane s'échappait dans le chaos qu'il avait lui-même provoqué. Mais la cruauté de Vane allait au-delà des gestes dramatiques. Il torturait systématiquement les équipages marchands, qu'ils résistent ou non. Un marin capturé a rapporté que la méthode préférée de Vane consistait à attacher un prisonnier en croix au mât, puis à menacer de le faire s'écraser contre le prochain vaisseau qu'il rencontrerait. La victime restait suspendue là pendant des heures, parfois des jours, les os se brisant contre la figure de proue en bois chaque fois que le navire heurtait des mers agitées. Son propre équipage a finalement eu assez de ces méthodes, non pas sans raison de scrupules moraux, les pirates en souffrent rarement, mais parce que la rage de Vane le rendait imprévisible. Lorsqu'il s'est échappé d'un vaisseau de guerre français, son équipage voulait attaquer. Ils ont voté pour le destituer. L'homme qui a défié l'Empire britannique n'a pas pu défier la démocratie pirate. Jack Rackham l'a remplacé, abandonnant Vane avec quelques loyalistes. Un ouragan a détruit le petit sloop de Vane au large du Honduras en 1719. Il a survécu sur une île déserte pendant des mois avant qu'un navire de passage ne le sauve. Malheureusement pour Vane, le capitaine était un vieil ami qui l'a reconnu et l'a remis aux autorités. Lors de son procès à Port-Royal, des témoins se sont alignés pour témoigner de ses tortures. Le juge avait peu besoin d'être convaincu. Ils l'ont pendu en mars 1721. Son corps a balancé dans des chaînes à l'entrée du port pendant des années, se décomposant lentement comme un avertissement pour les autres. L'homme qui avait refusé la miséricorde du roi n'en reçut aucune en retour. Roche Brasiliano a gagné son surnom à cause de son temps au Brésil néerlandais, mais sa véritable renommée provient de ce qu'il a fait aux prisonniers espagnols. Opérant depuis la Jamaïque dans les années 1560, ce pirate néerlandais a développé une haine des Espagnols qui allait au-delà de la simple rivalité nationale. Cela est devenu personnel, pathologique et s'est exprimé à travers l'une des méthodes de torture les plus horribles de l'époque. Lorsque des captifs espagnols ont refusé de révéler où ils avaient caché leurs biens, ou parfois juste parce qu'ils étaient anti-espagnols, Brasiliano ordonnait la construction de brochettes en bois. Pas des brochettes métaphoriques, des brochettes de rôtisserie réelles comme celles utilisées pour cuisiner des porcs entiers. Il faisait attacher des prisonniers à ces dispositifs et les faisait lentement rôtir vifs sur des feux ouverts, les tournant occasionnellement pour assurer une cuisson uniforme. Son alcoolisme rendait tout pire. À Port-Royal, Brasiliano dépensait des milliers de pergents géantes, des milliers de pièces d'argent lors de marathons dans les tavernes. Enivré, il se dénudait et courait dans les rues, menaçant de tirer sur quiconque ne buvait pas avec lui. Une fois, il a acheté plusieurs énormes fûts de vin, les a placés dans la rue et a forcé chaque passant à boire sous la menace de son pistolet. Ceux qui refusaient prenaient une balle, ceux qui s'exécutaient recevaient une intoxication alcoolique. Mais c'était son traitement des prisonniers qui le distinguait vraiment. Lors d'un raid sur la côte du Yucatan, Brasiliano a capturé plusieurs plongeurs perliers espagnols qui insistaient sur le fait qu'ils n'avaient pas de trésor. Il les a fait rôtir un par un, forçant les autres à regarder et à sentir leurs compagnons cuire. Lorsque le dernier plongeur maintenait encore qu'il n'avait rien, Brasiliano aurait déclaré « L'homme doit dire la vérité. Personne ne choisirait cette mort plutôt que de révéler une richesse cachée.
Les autorités espagnoles le traquaient sans relâche. Lorsqu'elles l'ont finalement capturé, Brasiliano a réussi l'un des plus grands stratagèmes de l'histoire. Présenté devant le gouverneur, il prétendit avoir des lettres prouvant que des officiels espagnols avaient commercé avec des pirates. Les documents étaient faux, mais le gouverneur ne pouvait pas risquer de le défier. Brasiliano a été libéré, retournant immédiatement à la piraterie et à sa méthode d'interrogation préférée. Il a disparu des registres au début des années 1570. Certains disent que d'Espagnols l'ont finalement attrapé et exécuté en secret. D'autres affirment qu'il a bu jusqu'à la mort dans une taverne oubliée. Aucune tombe ne marque son décès, mais les colons espagnols sont probablement remercié Dieu pour sa disparition. Ces 7 pirates ont opéré à un moment où des empires maritimes créaient à la fois une immense richesse et des hommes désespérés. Ils n'étaient pas des rebelles romantiques, mais des produits d'une époque qui formait des hommes à la violence, puis les abandonnait lorsque les guerres prenaient fin. Pourtant, ils travaillaient dans des structures démocratiques sophistiquées, élisant des capitaines et partageant le butin de manière égale. Les mêmes hommes qui torturaient des prisonniers votaient sur les règles du navire et compensaient les camarades blessés. Ce paradoxe, équitable en interne, monstrueux en externe, définit leur héritage troublant. Leur carrière furdote, brève, leur fin violente. L'âge d'or de la piraterie n'a duré à peine qu'une génération avant que les marines ne balayaient les mers. Ces noms survivent non pas comme des héros ou des avertissements, mais comme des rappels de ce qui émerge, mais lorsque des hommes désespérés rencontrent une surveillance faible. Une richesse immense. La mer les a finalement tous engloutis. Mais les questions qu'il soulève sur la violence, la chastité, la justice et la nature humaine demeurent.